Nous sommes maintenant à moins d'une heure de la rencontre entre le président Trump et Volodymyr Zelensky à Washington, District of Columbia. Tous les regards sont tournés vers le bureau ovale. Est-ce que cela va être une répétition de ce qui s'est passé en février, où l'on a assisté à une rencontre explosive, filmée entre les deux? Ou bien est-ce que la raison a enfin rattrapé Zelensky et va-t-il cette fois se soumettre à ce que Trump a apparemment conclu avec Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, la semaine dernière? L'objectif étant d'essayer de déterminer où nous en sommes et surtout vers quoi nous allons. Nous recevons de nouveau l'un des meilleurs et des plus passionnants invités de notre émission, le colonel Doug McGregor, ancien analyste politique principal, ancien collaborateur du secrétaire à la Défense sous la première administration Trump et vétéran de combat hautement décoré. Doug, comme toujours, bienvenue dans l'émission. Allons droit au but. Vous pouvez même revenir un peu sur ce que vous pensez qu'il s'est passé la dernière fois à Anchorage et ce que cela signifie pour la réunion d'aujourd'hui. Mais en somme, quelle est votre attente quant à ce qui va se passer aujourd'hui? Content d'être ici, D. Je pense que, tout d'abord, j'espère que Zelensky viendra en costume cravate, qu'il ne se présentera pas dans ce déguisement ridicule, comme s'il arrivait directement du front, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais j'en doute. Je suis convaincu qu'après le dernier épisode, le président devrait dire très clairement « Je ne parlerai plus à ce bouffon tant qu'il ne se présentera pas ici convenablement habillé ». Donc, nous verrons ce qui se passera. Je pense qu'en fin de compte, les dirigeants européens, et il faut le dire, il s'agit de mondialistes convaincus en Occident, travaillant main dans la main avec Zelensky, vont tout faire pour l'entraîner dans un conflit permanent et dans une hostilité constante envers la Russie. C'est leur objectif. Ils ne sont absolument pas intéressés par un quelconque accord. La mauvaise nouvelle, c'est que la CIA, le MI6 et probablement le Mossad, ils travaillent tous main dans la main, soutiennent les Européens. Et ils cherchent probablement à créer les conditions d'un conflit prolongé. Donc, je ne sais pas ce que le président Trump fera, j'espère qu'il tiendra bon. Et j'imagine que l'indice que nous avons sur la position de Trump, vous parlez de fermeté, c'est ce qu'il a publié sur Truth Social à propos de Zelensky. Voici ce qu'il a dit. Le président Zelensky d'Ukraine peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, s'il le souhaite, ou il peut continuer à se battre, s'il le souhaite. Rappelez-vous comment tout a commencé. Pas de retour en arrière possible sur Obama donnant la Crimée il y a 12 ans sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. Pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et il a ajouté en majuscule, certaines choses ne changent jamais. Mais, vous savez, il est difficile de le prévoir à ce stade. Franchement, pas grand-chose. Je pense qu'il faut attendre. Le président Trump doit... Enfin, j'ai ma propre opinion sur ce qu'il devrait faire. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il fera. Ce qu'il devrait dire, clairement et sans ambiguïté, c'est que tant qu'il est président des États-Unis, l'Ukraine ne deviendra jamais membre de l'OTAN. Point final. Deuxièmement, que les États-Unis n'ont aucun intérêt à prolonger ce conflit et qu'ils prévoient de suspendre toute aide militaire à l'Ukraine dès que possible. Il est disposé à fournir une aide humanitaire, oui, mais il ne soutiendra plus aucune action hostile contre la Russie. Parce qu'il sait, et il faut que cela soit dit ouvertement, que cette guerre est la nôtre, une guerre initiée sous l'administration Biden contre la Russie. Les Ukrainiens ne sont que des victimes tragiques dans ce processus. Nous les avons armés, nous les avons utilisés contre la Russie. Mais cette idée a été conçue dès le départ à Washington et à Londres. Et il faut être honnête à ce sujet. Mais je ne sais pas ce qu'il dira. Vous avez mentionné les Européens, parce qu'il y a cette réunion avec Zelensky, selon les rapports à 13h, heure de l'Est, aujourd'hui, et puis vers 14h, plus ou moins, une grande délégation de l'Union européenne et de l'OTAN sera présente. L'une des principales figures de ce groupe est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui hier, avant de partir pour Washington, a déclaré ceci. L'Ukraine doit être en mesure de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ne peut y avoir aucune limitation sur les forces armées ukrainiennes. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. Ce sont des décisions qui appartiennent à l'Ukraine, et à l'Ukraine seule.
Et ces décisions ne peuvent pas être prises sans l'Ukraine à la table. Eh bien, il n'y a pratiquement rien de vrai dans ce qu'elle affirme. Les frontières changent tout le temps, comme vous l'avez dit à maintes reprises dans cette émission, mais qu'elle énumère toute cette liste, point par point, c'est exactement le contraire de ce que Trump a déclaré. Ou de ce qui a été rapporté, du moins, comme ayant été convenu entre Trump et Poutine en Alaska, qu'ils étaient proches d'un accord. Donc si elle arrive avec cette position catégorique, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que cela vous dit sur la réunion prévue à 14 heures? Je pense que tout le monde doit se poser la question suivante. Que se passe-t-il en Europe si cette guerre en Ukraine, largement, mais pas exclusivement, sponsorisée par Washington, prend fin? Eh bien, si elle prend fin, elle se terminera d'abord par une victoire russe. C'est une conclusion inévitable. Ensuite, elle se terminera selon les conditions fixées par la Russie. Ce sont eux qui ont les forces sur le terrain. Ce sont eux qui ont les intérêts stratégiques vitaux. Nous, non, nous ne les avons jamais eus. Et enfin, si cela se produit, et je pense que c'est ce qui va arriver, que devient alors la position des dirigeants d'Europe occidentale? Ces mondialistes qui affirmaient « Ouvrons nos frontières. Accueillons tous ceux qui veulent venir d'Afrique, du Moyen-Orient ou même d'Asie du Sud-Ouest. Nous les accueillons à bras ouverts. Nous les subventionnerons. » Alors que dans les faits, la majorité sont des hommes, pas des familles, pas des femmes et des enfants. Mais ils les accueillent quand même. Et en même temps, ils affirmaient « Nous devons nous défendre contre une Russie dangereusement agressive, déterminée à conquérir l'Europe. » Et que deviennent ces deux mythes, si vous voulez? Mythe numéro 1. Tout le monde en Europe veut que tous ceux qui sont arrivés depuis 2015 repartent. Cela fait 10 ans. Ils veulent que la grande majorité de ces migrants non désirés s'en aillent. C'est le vrai cœur du problème en Angleterre. C'est le cœur du problème en France. C'est le cœur du problème en Allemagne. Partout où vous allez, et vous le savez par expérience, les gens veulent qu'ils partent. Mythe numéro 2. Il n'y a aucune menace venant de la Russie. Et c'est essentiellement ce que le président Trump a démontré vendredi. Regardez son attitude. Regardez les sentiments exprimés publiquement entre le président Trump et le président Poutine. Il n'y a aucune raison d'hostilité entre les États-Unis et le peuple américain, et la Russie et le peuple russe. Aucune. Cela a été très clairement montré. Pour le dire dans le langage du Sud, nous n'avons pas de chien dans ce combat. Donc je pense que le président Trump va s'asseoir, il sera poli, car il est par nature très poli, et il va les écouter. Puis il dira, écoutez, c'est terminé, nous refusons d'aller plus loin. Nous sommes prêts pour une solution, et nous en avons discuté avec le président Poutine, et nous pensons que cette solution, dans les circonstances actuelles, est légitime. Nous ne soutiendrons pas l'Ukraine au sein de l'OTAN. Nous soutiendrons un État ukrainien neutre et réduit. Et maintenant, voici le point crucial. Si vous, mesdames et messieurs d'Europe, êtes déterminés à aller de l'avant, c'est votre privilège. Vous êtes des États souverains. Vous pouvez le faire sans nous. Voilà ce qu'il doit dire. Je retire nos forces. Nous avons beaucoup de troupes à la frontière. Nous avons encore beaucoup de gens, en uniforme ou non, en Ukraine. Je les fais sortir. Cette guerre est terminée. Je suspends l'aide à l'homme en costume ici, avec son petit uniforme de combat de pacotille. C'est fini. Je ne vais plus soutenir cela. J'ai donné des ordres précis en ce sens. Si cela est inacceptable pour vous, encore une fois, c'est votre droit souverain de faire ce que vous pensez approprié. Mais ne nous incluez pas, parce que nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Voilà ce qu'il doit vraiment dire. Il peut tourner autour du pot, il peut être poli, mais c'est ça, le message. Et la vraie question est, combien de temps les mondialistes au pouvoir vont-ils tenir, quand cela deviendra clair? Je ne pense pas que la grande majorité des Européens ait le moindre intérêt dans une guerre avec la Russie. Je ne pense pas qu'ils croient vraiment que les Russes arrivent. Souvenez-vous de ce film des années 70. Les Russes arrivent, ils ne viennent pas. Il a dit, le président Poutine veut la fin de la guerre. Oui, le président Poutine ne veut pas que d'autres meurent inutilement. Oui, pour le président Trump, c'est terminé. Mais pour être efficace, il doit transmettre ce message à l'Alliance Atlantique. Maintenant, toi et moi,
Nous en avons parlé aux antennes. Moi, je pense que l'OTAN est fini. Je pense que l'Union européenne est sous perfusion. L'OTAN est déjà impatient en phase terminale, sur la table, branché à toutes sortes de machines pour le maintenir en vie. Et ces gens veulent lui faire une coupe de cheveux, un rasage, et l'envoyer de nouveau au combat. Ça va pas marcher. C'est un cadavre. C'est un être humain dans le coma qui attend de mourir. L'Europe doit aller dans de nouvelles directions, rompant avec le passé. Nous avons atteint un point d'inflexion historique, ce que nous appelons le point d'inflexion stratégique. L'Europe doit devenir responsable d'elle-même. Elle doit répondre à la question « Qui sera votre premier intervenant ?» Parce que ce ne sera pas les États-Unis. Voilà ce que le président Trump doit clarifier. Le fera-t-il? Je n'en sais rien. Cédera-t-il? Reconsidérera-t-il en disant « Eh bien, après avoir parlé à tous nos alliés, je réalise que nous devons rester. » Allons donc. Tout cela n'est que du non-sens. Et en fait, les Alliés ont certainement une position unifiée. Car pour tout ce que vous avez vu, Ursula von der Leyen, pendant qu'elle parlait, Zelensky se tenait juste à côté d'elle. Et quand ce fut son tour de parler, il ajouta ceci. Poutine a de nombreuses exigences, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et si elles sont vraiment aussi nombreuses que ce que nous avons entendu, alors il faudra du temps pour toutes les examiner. C'est impossible de le faire sous la pression des armes. Il faut donc un cessez-le-feu. La constitution de l'Ukraine rend impossible d'abandonner du territoire ou d'échanger des terres. Donc nous avons là un potentiel, et je pense que vous voyez à l'écran certains Européens qui apparaissent. C'est en direct, je crois, de Washington DC en ce moment. Mark Garnett avec les propos de Zelensky, vous avez là le potentiel d'un conflit. Parce que Trump, il y a moins d'une semaine, s'était moqué de Zelensky qui disait « Ma constitution ne me permet pas d'abandonner du territoire ». Parce que Trump avait expliqué qu'il allait falloir un échange de territoire pour que ça marche. Et bien sûr, le sens évident, c'est que ce sera surtout dans la région de Donetsk et de Louhansk, dont l'Ukraine devrait se retirer, les zones où elle contrôle encore une partie du territoire. Et au lieu d'accepter cela, Zelensky arrive dans cette conversation en disant « Non, je ne ferai toujours pas ça. » Que faut-il attendre de tout ça? Je pense qu'il est temps pour le président Trump de dire « Merci beaucoup d'avoir fait tout ce voyage. Je suis heureux que nous ayons eu cet échange de vues. Ma position est très claire et je vais la rendre publique à la fin de cette réunion. Et vous êtes libre d'aller devant la presse et d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas soutenir ma position et pourquoi vous pensez différemment. » Mais c'est tout. Écoutez, le point d'inflexion stratégique est atteint. Ces gens veulent que la guerre continue parce qu'elle est essentielle à leur position au pouvoir. Comment pouvez-vous vous présenter devant les Allemands, les Français, les Britanniques et tous les autres et leur dire « Vous savez, nous avons menti. La Russie n'est pas vraiment intéressée par une guerre contre nous. La Russie ne veut pas conquérir l'Europe de l'Est. La Russie n'est pas cet ennemi permanent qui justifie l'existence de cette alliance. » Donc, dans ces conditions, nous sommes d'accord avec le président Trump. S'ils reconnaissaient cela, ce serait fini pour eux. Voilà le problème. Ce n'est pas la menace de la Russie, c'est la menace à l'intérieur même de leur pays, au sein de leurs électorats. Les électorats vont comprendre que tout cela n'a été qu'une énorme escroquerie. Et ce sera terminé. Ursula von der Leyen a été ministre de la Défense en Allemagne. Elle a contribué, de manière très dramatique, à la destruction de la puissance militaire allemande. Ensuite, elle a renforcé la destruction du développement scientifique et industriel national de l'Allemagne. Cette femme est une catastrophe. Elle est un fardeau pour tout le monde. Elle doit être chassée du pouvoir. Et je pense que tout cela se produira si le président Trump tient bon et qu'il oublie les Lindsey Graham et tous les autres bouffons. Car tout ce qui les préoccupe au Congrès, c'est l'argent. Et si nous ne faisons pas X, Y et Z, et que nous ne continuons pas cette guerre en Ukraine, qu'est-ce que cela fait au budget de la défense? Oui, c'est une grande question à laquelle ils vont devoir répondre. J'imagine qu'ils ont déjà quelques réponses prêtes, du style « Eh bien non, il faut se préparer à la prochaine guerre. C'est ce qui va venir.
Je suis sûr qu'ils n'auront aucun mal à inventer quelque chose en ce sens. Je voudrais demander, en voyant les images que Gary montre là, ce court trajet entre la voiture et l'intérieur. Vous voyez un petit tapis rouge. Que pensez-vous de cette mise en scène en termes d'état d'esprit de Trump et de ce qu'on peut attendre, en comparaison avec la manière dont il avait accueilli le président Poutine à Anchorage? C'était un long tapis rouge. Il était très enthousiaste, il l'avait accueilli chaleureusement et avait dit beaucoup de choses positives sur lui. Je n'ai pas encore vu d'image ici, mais les rapports disent qu'à part sortir de la voiture et entrer, ce serait une ambiance plus professionnelle, plus sobre. Quand on regarde aussi ce que Trump a publié sur Truth Social, où il parlait à Zelensky d'un ton condescendant et traitait Poutine comme son égal. Quel message pouvons-nous tirer de la façon dont Trump traite ces deux dirigeants et de ce à quoi nous attendre aujourd'hui? Rappelez-vous, dès le tout début, dès nos premières réunions en Arabie Saoudite, le président Trump avait exprimé un vif intérêt pour la normalisation des relations avec la Russie. Revenez à son précédent mandat et à sa première campagne électorale en 2015-2016. Il a toujours voulu normaliser les relations avec la Russie. Il demandait sans cesse « Quelle est la base de notre hostilité envers la Russie ?» Je n'en vois aucune. Et il avait raison. Il a encore raison. Et c'est vraiment ça le fond de son approche. Je pense qu'il connaît la vérité, même s'il ne l'a pas déclaré publiquement. L'Ukraine est pratiquement détruite en tant qu'État-nation. Personne ne sait vraiment ce qu'il en adviendra désormais. Mais je pense qu'il y a une réelle possibilité que ce rump state, cet état résiduel qui émergera, soit très confus et chaotique au départ. Et je pense que selon lui, les Européens ont l'obligation d'intervenir et d'aider. Nous pourrions aussi intervenir avec une certaine aide, mais pas une aide militaire. Pour le reste, vous savez, il essayait de montrer à Poutine, « Écoute, je respecte la Russie, je te respecte et je respecte tes intérêts. » Jusqu'à présent, personne n'avait jamais été prêt à admettre que la Russie avait des intérêts sécuritaires légitimes en Ukraine, ou d'ailleurs ailleurs. Il a maintenant déclaré « Oui, tes intérêts sécuritaires sont légitimes. Les gens ici en Occident peuvent ne pas comprendre cela. C'est pas grave. Mais moi, je reconnais que tu as des intérêts sécuritaires légitimes. Je vais les respecter. Je travaillerai avec toi pour mettre fin à ce conflit. Maintenant, envoyer les F-22 là-bas, les faire survoler, c'était stupide. Pense-t-il vraiment que les Russes vont être effrayés par ça? C'est absurde. Donc c'était inutile. Mais je pense que tout le reste a été une réussite. Et je pense que les Européens ont peur qu'il fasse ce que j'ai dit. Maintenant, le fera-t-il? Je n'en sais rien. Vraiment pas. C'est difficile de savoir avec lui. Il est, je dirais, presque imprévisible. Et lorsqu'il fait face à toutes ces personnes, tiendra-t-il bon? Je ne sais pas, vous avez tous ces gens à Washington qui veulent que l'argent continue de circuler. Ils veulent que la guerre continue. Ils ont un intérêt là-dedans. En attendant, je suis sûr que vous avez vu récemment que nous envoyons des forces navales, environ 4000 hommes, dans le sud de la Caraïbe, ostensiblement avec le Venezuela comme destination potentielle. Vous avez entendu la récente remarque stupide de Bondi, qui est probablement la reine des remarques stupides, disant qu'il y avait une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro. Eh bien, pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Je pense que c'est aussi, dans une certaine mesure, un signal de Trump. Ce qui se passe dans notre hémisphère est ce qui compte le plus pour nous. Et pour nous, c'est une menace potentielle réelle. Ce qui se passe en Europe de l'Est ne l'est pas. Donc je pense que si vous regardez ces deux choses et que vous les mettez ensemble, il est raisonnable de penser que Trump tiendra bon. Mais vous savez, il est comme tout le monde à Washington. Ils sont tous hésitants. Ils ne veulent pas appeler un chat un chat. Ils diront, eh bien, vous savez, c'est comme être un peu enceinte. Personne ne veut porter le fardeau, mais tout le monde veut être un peu enceinte pour dire à tout le monde qu'il est avec eux. J'espère que non. Mais vous savez, c'est un problème récurrent à Washington. Maintenant, une autre chose dont je veux parler ici, en termes de ce à quoi nous pouvons nous attendre, repose sur certaines déclarations faites par de hauts responsables de l'administration, également hier.
Witt a fait lever beaucoup de sourcils, surtout sur Fox News, quand il a dit que Trump avait accepté de potentiellement, non pas potentiellement, il a dit qu'il avait accepté que l'Amérique puisse fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre de tout cela. Il a affirmé que Poutine avait autorisé cela et qu'il y avait consenti. Et plus tard dans la journée, Marco Rubio est aussi passé à la télévision. On lui a posé la même question. Voici ce qu'il a dit. Toute garantie de sécurité que, vous savez, les Européens, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire et beaucoup qu'ils peuvent offrir. Et ce serait une énorme concession. Ce serait un très grand geste du président s'il offrait un engagement américain à une garantie de sécurité. Ce sera sa décision. Et je veux que les gens comprennent ça. Cela montre à quel point, s'il le fait, cela montre à quel point il veut la paix. Davantage de travail est nécessaire avant que nous puissions dire que nous avons un plan de garantie de sécurité qui nous unifie. Oui. Maintenant, quand Shannon Bream a demandé à Witt, parlez-vous de bottes américaines sur le terrain, potentiellement pour la sécurité, il n'a pas répondu. Il a en fait changé de sujet juste après. Donc ni Witt ni Rubio n'ont dit ce qu'ils voulaient dire. Mais je veux dire, juste cette phrase, garantie de sécurité des États-Unis, a certainement fait lever beaucoup de sourcils. Comment interprétez-vous cela? Vous savez, je ne connais pas complètement le contexte de cette remarque. Je reviens toujours au traité d'État autrichien de 1955. Eisenhower avait effectivement dit que nous soutiendrions ce traité d'État autrichien. Et il voulait dire par là qu'il respecterait l'accord conclu à ce moment-là entre les Russes et les Autrichiens. Et le traité d'État autrichien a toujours été présent en toile de fond dans l'esprit de beaucoup. Souvenez-vous, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet pendant la première administration Trump, encore et encore. En fait, avant ça, je sais que John Mearsheimer en parlait déjà. En 2014, j'avais suggéré un plébiscite en Ukraine pour permettre à ceux qui étaient russes de voter leur rattachement à la Russie. Tout cela a été rejeté. Et de grands sénateurs comme Bob Menendez, Ron Johnson et Lindsey Graham sont tous tombés des nues. Tout ça, tout ce non-sens. Ces gens sont des bouffons, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont une compréhension de la réalité au niveau d'un cocktail mondain, une garantie si les États-Unis veulent la fournir. Et je pense que les Russes aimeraient pouvoir dire que nous sommes un participant ou un soutien de l'accord final, quel qu'il soit. Et cela impliquerait la neutralité, la non-adhésion pour l'Ukraine, des limitations spécifiques sur la taille des forces qui resteraient en Ukraine, ainsi que la présence, je pense, d'un représentant russe au Conseil de sécurité nationale en Ukraine. D'ailleurs, c'était le cas en Autriche pendant 20 ans. Il y avait un représentant russe là-bas, et toute sa mission était de s'assurer que les dispositions du traité soient respectées, comme promis, et elles l'ont été. Donc, le meilleur poste qu'il ait eu dans sa vie, comme diplomate russe, c'était de vivre à Vienne, en Autriche, et de rester loin de l'Union soviétique. C'était un endroit bien plus agréable où vivre. Mais tout ce qu'il avait à faire, c'était d'être là, de garantir, et il l'a fait. Je pense que nous pourrions faire quelque chose comme ça. Mais je pense que Rubio, encore une fois, est la voix de la raison ici. Il dit « garantir quoi ? Et avec quoi ? Et combien ? Et pour combien de temps ?» Ce sont des questions légitimes et elles doivent obtenir des réponses avant que le président Trump ne vienne dire « je garantis ». Vous savez, examinons cette voiture d'occasion avant de fournir la moindre garantie. Et je pense que c'est vraiment ce que Rubio voulait dire. Et enfin, la France, la Grande-Bretagne, dans une moindre mesure l'Allemagne, certainement les Français et les Britanniques, oubliez-les. Ils sont sans importance dans ce qui se passe en Ukraine. Ce sont désormais des puissances mineures. Ils n'ont pas la puissance militaire, encore moins la force économique. L'Allemagne, en ce moment, est un désastre, mais elle pourrait se rétablir. Et si elle se rétablit, eh bien les Allemands peuvent faire une différence. Donc ce serait très bien si les Allemands acceptaient de soutenir une solution neutre, une solution à la manière du traité d'État autrichien pour l'Ukraine. Encore une fois, c'est difficile pour Mats, je pense, parce qu'il est un mondialiste. Vous savez, il fait partie du Forum économique mondial et de tous ces fous qui détruisent l'Europe.
non-stop depuis au moins 10 ans. Mais ce serait utile. Mais ceux qui doivent signer, ceux qui sont les plus importants, ce sont les États qui bordent l'Ukraine. Alors, qui sont-ils? Eh bien, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie. Ils doivent s'engager là-dedans. Ils doivent être à la table. Leur point de vue compte. Personne ne les évoque jamais. Et qui voyons-nous entrer en traînant les pieds dans la réunion, je veux dire? Écoute, j'aime bien Giorgia Meloni. Mais l'Italie, franchement, c'est pas vraiment pertinent pour eux. Ils s'en moquent. L'Italien moyen est plus préoccupé par l'immigration illégale et par la criminalité croissante qui en résulte que par quoi que ce soit d'autre. Alors, qui sont les gens les plus affectés par cela? Ce sont eux qui doivent s'asseoir avec Moscou, comme je l'ai dit. Et la seule exception qui ne borde pas directement la zone concernée, mais qui a un intérêt dans cette affaire, ce sont les Allemands. Et ce serait utile pour eux d'être présents et de soutenir cela. Voilà ce que nous devrions envisager. Les États-Unis peuvent dire, écoutez, nous allons soutenir cela de toutes les manières possibles, mais il se peut que nous disions que nous ne pouvons pas le garantir militairement. Et c'est vraiment ce qui préoccupe tout le monde, vous savez. En 1955, souvenez-vous, nous avions une énorme force d'occupation en Allemagne. Une très grande force, en proximité immédiate des forces russes, qui se trouvait juste de l'autre côté de la ligne de démarcation, en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. Nous ne l'avons plus et nous n'en avons pas besoin, et nous ne devrions pas la financer. Donc, nous devons être prudents. Exactement ce que le secrétaire Rubio a dit, clarifions ce que ça signifie vraiment, et ensuite nous parlerons de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Je pense que Vitko a moins d'expérience dans ces affaires et a probablement parlé trop vite. Ouais, eh bien, nous allons certainement découvrir la réponse plus tard dans la journée aussi. Une autre chose que Rubio a dite dans cette interview hier, que je qualifierais de drapeau jaune, si ce n'est rouge, a certainement attiré mon attention. Et j'espère que ce n'est qu'un commentaire qu'il fait pour des raisons de diplomatie, disons publiquement, et que ce n'est pas réellement ce qu'il croit en coulisses. Parce que si c'est le cas, nous avons un niveau supplémentaire de préoccupation ici. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Il parle du fait que les deux parties doivent vraiment être sur la même longueur d'onde. On ne peut pas avoir un accord de paix entre deux factions en guerre, à moins que les deux parties acceptent d'abandonner quelque chose et que les deux parties acceptent que l'autre côté obtienne quelque chose. N'est-ce pas? Sinon, si une partie obtient tout ce qu'elle veut, ce n'est pas un accord de paix. C'est ce qu'on appelle une reddition. Et je ne pense pas que ce soit une guerre qui va se terminer de sitôt sur la base d'une reddition. Ils ont tort là-dessus. C'est complètement faux. Ce serait comme nous dire, dans la baie de Tokyo, que nous ne pouvions pas avoir un traité de paix avec le Japon tant que nous n'avions pas abandonné quelque chose. Non. Il s'agit d'une perte, une défaite sans équivoque de l'Occident. Pas seulement de l'Ukraine, mais de l'Occident par la Russie. C'est la vérité. Maintenant, les Russes ne sont pas intéressés à aggraver qui que ce soit. Je veux dire, si c'était le cas, les discussions avec Trump auraient été beaucoup moins amicales. L'idée qu'il soit prêt à discuter à Zaporizhia et à Kherson, de renoncer à une partie du territoire qui mène au Dniepr, comme moyen d'aboutir à un accord, j'ai trouvé cela stupéfiant. Je veux dire, je ne sais pas que quelqu'un dans la position dans laquelle se trouvent les Russes en ce moment ferait jamais une telle chose.
Donc je pense que ce n'est pas exact. Ce qu'il aurait vraiment dû dire, c'est que nous devons mettre le récit au clair. Et c'est pourquoi je me suis énervé ce week-end avec Mario Nal. Parce qu'il répète ce récit mensonger. La Russie est l'agresseur maléfique. La Russie subit toutes ses pertes. L'Ukraine n'a en réalité pas perdu. Et nous devons juste mettre fin à cela. Alors, non. Attendez une minute. C'est pas vrai. La Russie a été poussée dans ce combat activement par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. C'était une erreur horrifiante. Elle a créé exactement ce que tout le monde disait ne pas vouloir. Une Russie militairement puissante et efficace. Donc, il est temps de s'éloigner de ces absurdités et de dire quels sont les intérêts sécuritaires des deux côtés. Pouvons-nous satisfaire les deux côtés? Je pense que vous pouvez probablement satisfaire les Russes. Mais cet homme, Zelensky et ses soutiens sont impossibles à satisfaire. Tu ne peux pas le faire, Dan. Tu ne les rendras jamais heureux. Alors comment les faire embarquer? Ils ne vont pas embarquer. Et là, nous revenons au président Trump. Eh bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre visite aujourd'hui à Washington. Nous nous retirons, nous ne participerons plus à cela. Nous ne considérons pas la Russie comme un ennemi. Et je suspends toute aide au gouvernement ukrainien. Si vous souhaitez continuer à les approvisionner, c'est bien sûr votre droit souverain. Mais nous ne le ferons pas. Voyons combien de temps les Européens tiendront seuls. Et vous savez, il se pourrait bien que ce soit là où Trump s'oriente. Maintenant, je pensais qu'il y serait déjà. Et ce prochain extrait que je vais passer, de cette même interview de Rubio, était étrangement similaire à celui qu'il a donné le 18 avril de cette année. Quand il laissait entendre que nous étions à quelques jours de nous retirer si nous ne parvenions pas à réunir les deux parties. Et bien sûr, ces jours se sont évaporés. Et maintenant, nous voilà des mois plus tard. Mais, à la lumière du message publié plus tôt par Trump sur Truth Social, disant « si vous voulez continuer à vous battre, vous le pouvez, puisque vous êtes un pays souverain. » Comme vous l'avez souligné, voici ce que Rubio a dit hier. Si à un moment donné, il devient clair que les deux parties sont tellement éloignées, tellement retranchées, que nous ne sommes tout simplement pas proches d'un accord de paix, alors le président devra décider combien de temps supplémentaire nous investissons là-dedans et quelles mesures il prend ensuite. Mais je veux que tout le monde comprenne. Si ce matin le président s'était réveillé et avait dit « J'impose de terribles, fortes sanctions à la Russie », d'accord, ça peut faire plaisir aux gens pendant quelques heures. Mais voilà ce que vous dites. Ce que vous dites en réalité. Vous dites que les discussions sont terminées pour un avenir prévisible. Pour l'année à venir, voire 1 an et demi, il n'y aura plus de discussions. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans le monde qui puisse lui parler. D'accord? Poutine ne va pas rencontrer Macron, il ne va pas rencontrer le Royaume-Uni. Avec tout le respect dû à ces dirigeants, aucun d'entre eux ne sera en mesure de l'amener à la table des négociations et de lui parler. Il n'y a qu'un seul dirigeant dans le monde qui ait la moindre chance de réunir ces deux parties. S'il y a une chance, il n'y a qu'un seul dirigeant au monde qui puisse le faire. Je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus. Il n'y a personne d'autre à qui il veuille même parler de paix, et encore moins quelqu'un qui pourrait y parvenir, comme Trump. Mais la seule chose différente, cette fois-ci par rapport à avril, c'est qu'il semblait laisser entendre. Et comment interprètes-tu cela? Que si ça n'aboutit pas, et qu'il dit « vous vous débrouillez seul », il n'allait pas appuyer cela avec ces sanctions secondaires dont il avait parlé auparavant. J'espère que non. Je pense que toutes ces sanctions devraient être levées. Point final. Nous avons, 33 pays sous sanctions pour une raison ou une autre. Cette pratique nous fait nous sentir bien, mais elle empoisonne simplement les choses. Elle nuit aux gens. Elle ne nous apporte aucun foutu avantage. Quel est l'intérêt des États-Unis? Encore une fois, l'intérêt des États-Unis est que nous normalisions nos relations avec la Russie. Normaliser les relations avec la Russie ne signifie pas la destruction totale et la conquête de l'Ukraine de l'Ouest. Cela n'a jamais été le cas. Cela exige que nous examinions les intérêts sécuritaires légitimes du peuple russe. Ces territoires, pour le moment, sont liés à ceux qui sont de toute façon occupés par les Russes dans l'est de l'Ukraine et potentiellement son fils et Zarisha.
C'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est ainsi que les grandes puissances l'auraient historiquement envisagé. Il y a un vieux dicton, la possession vaut 9/10 de la loi. Eh bien, les Russes sont en possession. Nous ne le sommes pas. Et ni les Ukrainiens, ni les Européens. Donc, c'est tais-toi ou agis. Les Européens n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit. Donc, il ferait aussi bien de se taire et de mettre fin à cette absurdité. Mettre fin à tout cela, parce que cette affaire entière est le résultat de ce que nous et Londres avons voulu faire pour nuire à la Russie. Et c'est ainsi que nous devons envisager la situation. Ça a échoué lamentablement, ça s'est retourné contre nous. Le président Trump n'a peut-être pas toujours compris cela, mais je pense qu'il commence à le réaliser et il veut y mettre fin. Donc chapeau à lui. S'il le fait, que Dieu le bénisse, parce que nous avons d'autres choses plus importantes auxquelles penser. Oui, et en fait, j'aimerais examiner ici, dans le peu de temps qu'il nous reste, je veux regarder Zelensky, Trump et les Européens, et ce que chacun d'eux risque selon l'évolution de la situation. Commençons par Zelensky, parce qu'il a un certain risque ici. S'il ne veut certainement pas répéter ce qui s'est passé en février avec ce grand éclat, mais il a de vrais problèmes. S'il se présente après tout ce qu'il a dit et se soumet à ce que Trump a dit, alors sa carrière politique est terminée. Il ne survivra probablement pas bien longtemps. S'il le fait et résiste à Trump, alors il pourrait subir exactement ce que vous suggérez, où Trump dit « D'accord, bonne chance pour vos futurs projets tout seul. » Ça va continuer. Alors, quelles sont les pressions sur Zelensky et comment les gère-t-il aujourd'hui? Je pense que ce que vous avez dit fait partie du tableau. L'autre problème est, que se passe-t-il lorsque toutes les fosses communes en territoire ukrainien, remplies de soldats ukrainiens morts, jamais rendus à leurs familles, seront ouvertes? Que se passe-t-il lorsque des fosses communes pleines de personnes non militaires, de Russes tués, de civils russes alignés et assassinés? Revenons à la première atrocité de grande importance, qui fut Boutcha, au tout début de la guerre, et aux tentatives de blâmer les Russes, alors que ce n'était jamais eu. C'était toujours les Ukrainiens. Ce que je dis, c'est que cet homme préside à plus qu'un simple état de crime organisé. Cet homme est à la tête d'une entreprise criminelle qui a tué un nombre incalculable de personnes. Il a également participé, directement ou indirectement avec son gouvernement, au trafic d'enfants, au trafic de femmes, à l'usage de drogue, à la revente de matériel aux cartels de drogue en Amérique latine, à la revente de matériel à des terroristes dans différentes parties de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Afrique centrale. En d'autres termes, cet homme est très sale, dans tous les sens du terme. Il ne se contente pas de rester à l'ombre, comme on disait autrefois. Cet homme est sale de la pire manière qui soit, assis sur qui sait combien de centaines de millions, peut-être des milliards de dollars qui ont été pillés et volés au peuple américain et à l'Europe. Mais principalement nous, dans des banques du monde entier. Ceci est quelqu'un qui devrait être jugé dans une cour internationale. Et malheureusement, nous sommes complices. Mais nous pouvons nous disculper si nous mettons fin à tout cela et que nous sortons de l'affaire. Mais il est très complice de toute cette activité criminelle. Donc, je pense que cela lui trotte dans la tête. Va-t-il survivre dans sa petite villa et ses vignobles en Italie? Va-t-il survivre dans sa maison privée dans le sud de la Floride, sur le Golfe? Va-t-il survivre dans son autre maison privée en Israël ou ailleurs? Je ne pense pas. Je pense qu'il sera pourchassé tant qu'il sera en vie. Et finalement, quelqu'un finira par l'attraper. Et ce sera peut-être ses propres gens. Surtout lorsqu'ils découvriront à quel point lui et ses amis sont corrompus. Et qu'en est-il de la question à court terme? Disons qu'il ne se rallie pas à Trump ici et qu'il doit rentrer chez lui et dire « D'accord, j'ai décidé que nous allons continuer à mener cette guerre sans les États-Unis. » Comment gère-t-il cela? Vous savez, c'est une bonne question. Il est en vie en ce moment, je pense, en grande partie grâce aux MI6 et aux Britanniques, qui ont joué un rôle très important pour l'empêcher d'être assassiné ou blessé de quelque manière que ce soit. Tant qu'ils sont avec lui,
je suis sûr qu'il survivra. Mais à un moment donné, il a toutes les chances de finir comme Benito Mussolini. Et pour votre public qui pourrait ne pas comprendre, Benito Mussolini a été capturé avec sa maîtresse et d'autres, et brutalement assassiné et pendu par le peuple italien. Je ne pense pas que ce soit impossible dans le cas de M. Zelensky. C'est pas très agréable à imaginer. Mais malheureusement, il est dans cette situation, et ce n'est la faute de personne d'autre que lui-même. Il a refusé toutes les voies diplomatiques, et maintenant, eh bien, voilà ce que nous avons. Tournons-nous vers l'Union européenne, parce qu'ils ont également beaucoup à perdre ici. Vous avez mentionné au début de l'émission qu'ils font partie de vous savez, de ce groupe de mondialistes. Et cela inclut certainement beaucoup de gens aux États-Unis, surtout dans l'administration précédente, mais même dans certains cercles républicains. Ils veulent continuer à financer la guerre. Ils veulent continuer la guerre, pas la gagner. Je ne pense même pas qu'ils y croient vraiment. Et donc, ils essayent de tout faire pour amener Trump à revenir sur ce qu'il disait et juste continuer dans le flux, etc. Mais si Trump ne le fait pas, et en fait, regardons les deux aspects ici, si vous voulez bien. Que se passe-t-il s'ils réussissent et que Trump change d'avis? Mais que se passe-t-il s'ils n'y parviennent pas et qu'ils ne changent pas d'avis? Commençons par le second scénario. S'il n'arrive pas à détourner Trump de la direction qu'il veut prendre, alors je pense que l'Union européenne se désintégrera avant la fin de l'année. Vous avez déjà des millions d'Européens en colère contre cette tyrannie à Bruxelles. Nous parlons d'un grand nombre de personnes vivant dans différents pays, avec des langues, des histoires et des cultures différentes. Ils ne veulent pas que Bruxelles leur dicte comment vivre, ce qu'ils doivent penser, croire, comment éduquer leurs enfants ou quoi que ce soit d'autre. Donc il y a un véritable appétit, en Europe, je dirais, pour se débarrasser de l'Union européenne. Maintenant, si l'Union européenne était simplement ce qu'elle était à l'origine, un arrangement économique, en d'autres termes, une zone de commerce permettant aux gens d'échanger librement à travers les frontières, je pense qu'elle aurait survécu. Mais elle est devenue bien plus que cela. C'est un gouvernement bureaucratique de facto, perçu comme tyrannique, inflexible et rigide. Ce sont les gens qui suivent les directives de Klaus, c'était qui? Pas Charles, cet homme, Klaus Schwab, qui était à la tête du Forum économique mondial, et des gens comme cet Israélien, Hariri, qui pratique la destruction et la mort pour tous, et qui veulent légitimer toutes sortes de perversions. Les Européens en ont marre de tout cela. Donc je pense que les Européens vont se détourner de la structure actuelle. Maintenant, y aura-t-il d'autres structures? Et les gens me posent cette question tout le temps. Que se passe-t-il sans l'Union européenne? Que se passe-t-il sans l'OTAN? Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Et nous devons accepter la réalité. Les gens voient le monde, depuis Berlin, différemment, de la manière dont ils le voient depuis Rome, Madrid, Helsinki. Tout le monde voit le monde différemment. Chacun a un ensemble d'intérêts différents. Tout ceci a été maintenu ensemble aussi longtemps que cela, grâce à la puissance militaire américaine, à l'influence politique, à la force économique et à l'argent. Eh bien, tout cela est en train de disparaître. Je veux dire, nous ne sommes plus la grande superpuissance que nous avons été. Trump le sait. Il veut réparer ces choses. Il veut restaurer l'Amérique. C'est ce qui a toujours été sa motivation. Comment la restaurer si vous continuez à traîner avec vous ces personnes qui sont essentiellement parasitaires par nature? Elles se nourrissent de nous. Retirez l'armée américaine de l'équation, installée en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Roumanie, et que se passe-t-il? Eh bien, soudainement, les Européens se retrouvent seuls, et c'est le retour au soit tu te débrouilles, soit tu te tais. Et je pense qu'ils vont tous se taire, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à se débrouiller. Et regardons l'autre option ici. Si l'Europe obtient ce qu'elle veut, si elle parvient, avec toutes ces personnes qui arrivent, j'imagine que la raison principale pour laquelle toutes ces personnes sont venues en personne, vous savez, tous les poids lourds en Europe, c'est parce qu'ils veulent être dans la même pièce que Trump et présenter un front uni pour essayer de lui faire changer d'avis. Parce que
Comme vous l'avez dit sur notre émission à plusieurs reprises, très souvent, la dernière personne dans la pièce à avoir parlé à Trump est celle qui l'écoute. Et ils vont essayer de le convaincre de revenir sur ses points et de ne pas accepter tout ce que Poutine demandait. Alors, que se passe-t-il s'ils réussissent et que Trump recule dans sa volonté de simplement mettre fin au soutien? Éventuellement, et je pense bientôt, le président Trump sera humilié parce que le président Poutine, à ce moment-là, dira « Eh bien, nous n'avons pas le choix » et ils marcheront vers l'ouest. Ils marcheront jusqu'au fleuve de Dniepr. Et ensuite, la décision se posera, devons-nous traverser à Zabarisha ou ailleurs et aller vers le sud et le nord, vers le sud jusqu'Odessa et vers le nord jusqu'à Kiev pour éradiquer le mal à sa source. Et alors, nous aurons l'air ridicules parce que ferons-nous à ce sujet? Et la réponse est assez évidente. Rien. Souvenez-vous, si vous revenez à avril 2022, regardez les arrangements qui avaient été proposés à ce moment-là. Ils étaient presque paradisiaques comparés aux alternatives actuelles. En d'autres termes, vous auriez pu sortir de ce désastre. Vous auriez pu épargner des millions de personnes d'être détruites, leur vie, d'être chassées d'Ukraine, et ainsi de suite. Tout cela a été gaspillé. Si vous vous arrêtez maintenant et dites « Eh bien, je sais que j'ai rencontré le président Poutine, mais après vous avoir écouté, je reconnais que vous avez raison. Je suppose que nous ne pouvons rien changer et continuer sur cette voie. Alors nous sommes sur le chemin de l'enfer. Parce que nous avons déjà cette crise financière qui se profile très monstrueusement au-dessus de nous. Je veux dire aujourd'hui, que ce soit Ray Dalio, Jamie Dimon ou Warren Buffett avec Luke Groman ou Jeffrey Gundlach, toutes ces personnes nous ont dit, vous savez, que nous sommes très proches de l'effondrement économique complet à cause de la crise financière imminente. Donc je pense que ce serait désastreux pour le président Trump de faire cela. Je pense que c'est une opportunité de sortir de ce qui est une catastrophe totale pour nous et pour les Européens. Donc, s'il accepte, je dirais qu'il accélérera la ruine de sa présidence. En fait, regardons le président Trump parce qu'il est l'autre facteur important ici en termes de ce qui pourrait arriver s'il reste ferme sur ce qu'il a dit jusqu'à présent après sa rencontre avec le président Poutine et certaines choses qu'il a publiées sur son Truth Social au cours des dernières 12 heures environ, et s'il maintient sa position et qu'il ne subit pas de pression. Alors soit il devra affronter le spectre de tout abandonner et laisser tout brûler, soit il devra revenir dessus. Il me semble que c'est l'une ou l'autre solution ici, s'il choisit de rester ferme et laisse les gens partir. Quel est le risque qu'il subisse beaucoup de critiques, politiquement et intérieurement? Parce qu'alors il sera accusé, c'est certain, par tous les globalistes. Il doit se préparer au même jeu qui a été joué dans les années 50. Qui a perdu la Chine? Vous vous souvenez? C'était très populaire dans les années 40 et 50. Et les gens s'en sont pris à tout le monde, y compris George Marshall, qui n'aurait vraiment pas dû être là pour négocier pour nous. C'était un vieil homme fatigué. Il voulait juste rentrer chez lui et se reposer. Après tout, il venait de traverser la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Mais Truman ne l'a pas laissé faire. Le fait est que cela va arriver. Peu importe ce qui se passe. Les suspects habituels qui veulent une guerre perpétuelle en Europe de l'Est, qui franchement veulent une guerre perpétuelle au Moyen-Orient, qui veulent voir une reprise de la guerre avec l'Iran, qui veulent voir ce projet insensé pour le grand Israël continuer, ils sont tous ensemble dans le même groupe. Donc, vous n'allez pas plaire à ces gens si vous agissez dans l'intérêt du peuple américain. Mais, comme l'a conclu Eisenhower en 1953, nous n'avons aucun intérêt à aller en guerre avec la Chine à propos de la Corée. Donc, nous allons négocier la fin de cette affaire. Et nous l'avons fait. Il va devoir se lever et il va devoir encaisser les critiques et dire « J'agis dans ce que je considère être le meilleur intérêt du peuple américain. » Et vous savez quoi, Dan? Les gens à Kansas City, Missouri, à Seattle, Washington, à Dallas, Texas, même dans le nord de l'État de New York, une fois que vous sortez de New York City, évidemment, ils vont tous dire « Bravo,
Bien joué, président Trump. Et il réparera certains des très graves dommages qui ont été causés à sa base récemment, parce qu'une pierre angulaire de son élection était « Je vais me désengager de ces guerres et conflits inutiles à l'étranger ». Ce sera la première étape dramatique et concrète dans cette direction. Donc, je ne m'inquiéterai pas de ce que pensent le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, qui sont tous des bras de diverses agences de renseignement aux États-Unis et qui sont achetés et payés par les milliardaires oligarques qui veulent une guerre perpétuelle. Qu'ils aillent se faire voir. Ils ne comptent pas. Vous êtes le président des États-Unis, vous êtes le commandant en chef, vous êtes la seule personne qui peut se lever et toujours parler avec détermination dans l'intérêt du peuple américain. Vous pouvez définir cet intérêt, et cet intérêt est clair. C'est la paix, ce n'est pas la guerre. Et s'il a des questions à ce sujet, il doit simplement se rendre dans les lieux que j'ai mentionnés, tenir quelques réunions privées et il le découvrira. Personne n'est intéressé par cette catastrophe en Ukraine.